Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module rédaction journalistique. Dans le dernier cours, on a expliqué que le journaliste n'existe que par rapport à son public lecteur et que le journaliste doit se poser toujours la question suivante à ce public particulier: quelle est la langue que je dois utiliser? Écrire sur le mode journalistique, c'est essentiellement adapté, et aussi on a compris la signification de la vulgarisation scientifique, qui a pour but de transmettre des informations à des clientèles choisies, les lecteurs donc, de la manière la plus claire possible, de sorte qu'elles en soient informées et qu'elles leur soient utiles aussi. On a expliqué que le public lecteur est différent, il n'a pas la même capacité de compréhension, et que le rédacteur veut d'abord comprendre puis être compris. On a expliqué qu'un texte journalistique de vulgarisation scientifique ne doit pas aborder trop de sujets à la fois. Un seul thème bien exposé peut être compris qu'un texte véhiculant une foule de messages. On a expliqué aussi et évoqué des conseils concernant la vulgarisation scientifique. Rester concret, éviter les termes trop techniques, faites parler les gens et faites des phrases courtes et concises. On a expliqué et analysé les modes d'écriture journalistique, le particulier contre le général. Le journaliste cherche toujours à partir de terrain. Il veut convaincre son lecteur que le sujet n'est pas hors du temps. Le concret et le vivant contre le conceptuel. Le journaliste faut fuir les concepts. Le journaliste reporter doit donner des exemples. Et on a expliqué que ce recours concret contre le conceptuel est un prolongement naturel de la préférence pour le particulier sur le général. Ainsi, on a compris que le choix des mots dans la presse privilégie systématiquement le concret, le pratique, le vivant, le visuel et les vocabulaires familiers. En ce qui concerne les mots et les phrases, les journalistes doivent choisir des mots qui ne fassent pas obstacle à la compréhension, et les journalistes doivent choisir des structures simples. Et on a expliqué aussi que la lisibilité d'une phrase est grandement affectée par le recours ou non à des tournures passives. On a expliqué aussi que le journaliste rédacteur doit utiliser les anecdotes significatives et les images et les exemples. Puis, on a aussi expliqué ce qu'on appelle l'habillage des articles, le titre, les titres d'information, donc, qui guident les lecteurs et conduisent à la lecture de l'article et des textes journalistiques. Ces titres d'information
qui mettent l'accent sur l'essentiel de l'information et qui condensent et résument les différents éléments de l'événement à couvrir. On a évoqué les fonctions du titre et on a compris que le titre définit un contrat avec le lecteur. Il engage l'auteur à dire ce que le titre annonce et que le titre hiérarchise les informations. Il le fait d'abord par ce qui est sa caractéristique première, sa grosseur typographique. Et que le titre exprime certaines orientations éditoriales de la publication aussi. On a expliqué que, en ce qui concerne l'habillage de l'article, on doit distinguer entre titre, sur-titre et sous-titre, rubricage, chapeau, attaque, ce qu'on appelle microsystème énonciatif. Et on a compris que les journaux utilisent cette combinaison d'énoncés de manière variable. On a compris la règle générale en ce qui concerne les titres. Le titre essentiel doit donner l'information centrale et le subtitre ou le sous-titre peuvent servir donc à le compléter. On a compris aussi la différence entre les titres informatifs et les titres incitatifs. Les titres informatifs résument l'information sans la moindre fantaisie et les titres incitatifs cherchent à surprendre, à faire sourire, à intriguer par des images audacieuses, des mots chocs ou des jeux de mots. Et on a donné des exemples. Aujourd'hui, on va continuer notre analyse et explication de ce qu'on appelle l'habillage de l'article ou du texte journalistique. On va continuer l'explication des titres en donnant des exemples, parce que c'est très important comme processus rédactionnel de bien écrire et bien rédiger les titres journalistiques. Titres informatifs, titres incitatifs et aussi sous-titres et surtitres. Et on va comprendre aujourd'hui aussi c'est quoi l'intertitre. Et puis, on va comprendre aussi c'est quoi les chapeaux et les accroches comme deuxième niveau de la lecture du texte journalistique. Donc, plan de secours, rédaction journalistique, le premier niveau de la lecture, la titraille, titre informatif, et exemple, titre incitatif, et exemple, surtitre, sous-titre, intertitre, la photo et la légende, le deuxième temps de la lecture ou deuxième niveau de la lecture, les chapeaux et les accroches, avec bien sûr des exemples des journaux et des textes journalistiques. Rédaction journalistique, le premier niveau de lecture, la titraille, la différence entre titre informatif et incitatif. On insiste toujours
comme on a déjà commencé à expliquer la différence entre titre informatif et incitatif dans le dernier cours, on va continuer aujourd'hui cette explication. Donc, un titre informatif est conçu pour informer le lecteur de manière impartiale, donc sur le sujet de l'article, par exemple sur la couverture d'un événement, sans chercher à susciter une réaction émotionnelle, par exemple. En revanche, un titre incitatif vise à susciter l'intérêt du lecteur et à l'inciter à lire l'article et le texte journalistique. Le titre est toujours en caractère plus gros que tous les autres éléments rédactionnels. Le titre est l'élément principal de la titraille. Le titre comporte l'information essentielle de l'événement à couvrir. Les mots-clés du sujet traité doivent se trouver dans le titre. Donc, il y a le titre informatif et le titre incitatif, et le titre est toujours en caractère plus gros que les autres éléments rédactionnels. Le titre est l'élément principal de la titraille. Le titre comporte l'information essentielle de l'événement à couvrir. Les mots-clés du sujet doivent se trouver dans le titre. Donc le titre dans la presse écrite ou dans les sites des journaux en ligne, donc le titre joue toujours un rôle crucial car il est le premier élément que le lecteur voit et qui va déterminer, bien sûr, s'il va lire l'article ou non. Donc, les titres dans la presse, écrite ou électronique, sont conçus pour attirer l'attention du lecteur. Roselyne Ringot explique la différence entre titre informatif et titre incitatif. Le discours professionnel distingue, selon Ringot, deux styles de titres qui sont les titres informatifs et les titres incitatifs. Titres informatifs comme le style du Monde ou du Figaro, des journaux français, ou le style Libération, style Libé, donc style de titres incitatifs. Ces deux modèles à partir desquels s'effectuent des choix énonciatifs, des choix rédactionnels, plus ou moins nuancés, qui opposent deux rapports à l'information, donc qui opposent deux rapports à l'information. Le premier, on va comprendre que avec ce premier rapport à l'information, il existe une neutralité, une objectivité, en répondant en partie
aux impératifs de la règle des 5 Ws. Donc, les 5 questions, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Et le second, rapport avec l'information en ce qui concerne la rédaction des titres. Ce second rapport avec l'information privilégie l'effet de surprise visant à susciter la curiosité du lecteur. Donc, il y a deux styles d'écriture concernant les titres journalistiques. Titre informatif, style Le Monde, Le Figaro. Ici, le rapport avec l'information et le journaliste écrit d'une façon neutre, objective, en répondant en partie aux questions quoi, où, quand, pourquoi et comment. Et il y a le style titre incitatif, style libération donc. Et ce second rapport avec l'information privilégie l'effet de surprise visant à susciter la curiosité du lecteur. Et sur le plan linguistique, ces deux extrêmes, selon Roselyne Ringot, se concrétisent généralement par l'usage d'une phrase verbale, style informatif, style Le Monde, Le Figaro, et par l'usage d'une phrase nominale, donc style incitatif, style libération. Titre informatif, exemple, publié dans Le Figaro, rubrique science. Pour raconter l'histoire de nos ancêtres, les scientifiques disposent de nombreux outils. L'ADN est bien souvent le plus parlant, mais il est aussi l'un des plus difficiles à conserver. La plupart du temps, il faut se contenter d'ossements et d'artefacts. En particulier ces outils en pierre qui ont servi à découper de la viande, à tailler les peaux ou encore à moudre le grain. En Asie du Sud, non seulement les conditions de conservation sont extrêmement défavorables pour les matériaux organiques, mais les outils de pierre sont en outre bien plus simples qu'en Europe ou en Afrique. Certains experts pensent néanmoins qu'il y a pu y exister une civilisation du bambou préhistorique. Ce végétal aurait été la principale ressource sélectionnée par les groupes humains, mais il se dégrade tellement vite qu'il aurait rendu cette culture totalement invisible plusieurs dizaines de milliers d'années plus tard. Une équipe de recherche menée par l'archéologue française Hermine Hoffler du Muséum national d'histoire naturelle vient néanmoins de mettre au jour pour la première fois des preuves concrètes d'utilisation d'une technologie végétale il y a 33 000 à 39 000 ans aux Philippines. Les chercheurs ont notamment découvert de nombreux outils en pierre dans la grotte de Taban, à Palawan, aux Philippines. Nous avons collecté les données de plusieurs milliers d'outils découverts dans la grotte, explique Hermine Hoffler.
Une quarantaine avaient des marques d'usure, et 3 ont parlé au microscope en nous dévoilant la nature de ces traces. Des dommages microscopiques attestent de leur utilisation pour amincir les fibres végétales. Les communautés indigènes de cette région utilisent encore aujourd'hui la même technique pour assouplir des plantes comme le bambou ou le palmier. De la sorte, ils transforment les tiges rigides en fibres souples pour lier ou tisser. Nous avons utilisé des techniques expérimentales pour déterminer quelles plantes peuvent produire ces marques, continue Hermine Hoffler. En plus du bambou, nous avons constaté que le palmier et le rotin ont pu servir à la production de fibres. Donc, dans ce texte journalistique, rubrique Science Le Figaro, et le journaliste rédacteur a utilisé des citations de sources principales donc de son texte, l'archéologue française Hermine Hoffler. Donc, il y a une citation pour bien expliquer l'idée principale de ce texte journalistique. Donc, suite de l'article du texte journalistique publié, rubrique Science dans le Figaro, concernant le travail du groupe de recherche guidé par l'archéologue Hermine Hoffler. Ces fibres ont pu servir à fabriquer des paniers et des pièges, mais aussi des cordes qui peuvent être utilisées pour construire des maisons, des bateaux à voile, fabriquer des arcs et des objets composites. En Europe, les plus anciennes traces d'utilisation de cordes datent de 53 000 ans, explique Hermine Hoffler. Mais c'est la première fois que l'on trouve des preuves aussi anciennes pour l'Asie. Donc, c'est ici l'information centrale de ce texte. Il y a 50 000 ans, plusieurs groupes humains peuplaient encore la surface du globe. En Europe, cette technologie de cordage a pu être utilisée par des Néandertaliens au vu des datations. À la même période, l'Asie abriterait plusieurs groupes. Les Dinosauriens avaient conquis une grande partie du continent et des populations plus réduites comme les hommes de Flores et Luzon vivaient sur les îles éponymes en Indonésie et aux Philippines. Autre citation. À Taban, nous avons la quasi-certitude que cette technologie est propre à nos ancêtres Homo sapiens, raconte Hermine Hoffler. Nous avons découvert plusieurs fossiles dont les datations, si elles ne correspondent pas exactement à celles des outils, les encadrent. Donc, fin de citation. Les premiers Homo sapiens seraient arrivés dans cette région de l'Asie il y a environ 80 000 ans, selon de récents travaux publiés dans Nature Communications. Un environnement très hostile, majoritairement dominé par la jungle.
un environnement très hostile, majoritairement dominé par la jungle. La maîtrise de cette technologie végétale a peut-être été l'une des clés qui ont permis à ces premiers hommes modernes de s'adapter et de s'installer durablement avant de pousser jusqu'aux Philippines, puis en Australie. À mesure qu'Homo sapiens avance sur le globe, il laisse des traces qui témoignent de l'existence d'une culture symbolique forte. Ce sont des grottes ornées en Europe et à Bornéo, des bijoux de l'art mobilier, en pierre, en or, en coquillage, un peu partout, sauf en Asie. Peut-être en fut-il de même avec des objets végétaux que le temps aura tout simplement totalement dévorés. Les auteurs expliquent d'ailleurs que leurs travaux doivent faire l'objet d'études plus approfondies pour déterminer l'ancienneté de ces pratiques et dans quel espace géographique elle était utilisée. Donc, comme on voit ici, c'est le titre de ce texte, rubrique science, publié dans le Figaro, un titre informatif, une équipe française découvre une civilisation du bambou préhistorique en Asie. Comme on voit, bien sûr, ici, c'est le titre informatif. Une équipe française, guidée par l'archéologue Hermine Hoffler, comme on a déjà compris dans le corps du texte, l'équipe française découvre une civilisation du bambou, donc c'est l'information centrale, l'information essentielle de l'article. Une équipe française découvre une civilisation du bambou préhistorique en Asie. Donc, le titre informatif ici résume l'essentiel du texte journalistique. Ce titre a donné à nous, il a donné au lecteur une idée concise, une idée claire de ce que dont parle l'article. Donc, de cette découverte menée par l'équipe française guidée par l'archéologue Hermine Hoffler. C'est l'équipe française découvre une civilisation du bambou préhistorique en Asie. Donc, encore une fois, ce titre informatif a résumé l'essentiel de ce texte. Il a, il a donné aussi une idée claire et concise de ce dont parle cet article, donc ce texte journalistique. Il résume son contenu principal en quelques mots. Il a aussi donné le temps. C'est un titre, tout simplement, un titre informatif. Il a annoncé le ton général de l'article. Et on a compris aussi le contexte de ce sujet, de ce texte journalistique. Donc, c'est un titre informatif qui résume l'essentiel du sujet traité par le journaliste rédacteur. Concernant les titres incitatifs, maintenant, Roselyne Ringo nous explique que
ce type de titre, privilégiant la métaphore et le jeu de mots. Ce titre incitatif, privilégiant la métaphore, privilégiant le jeu de mots. C'est pour cela donc que le titre incitatif a la capacité d'insérer l'événement dans un réseau d'associations d'idées qui active l'imaginaire collectif du public, des lecteurs. Privilégiant la métaphore et le jeu de mots, le titre incitatif a la capacité d'insérer l'événement à couvrir, l'événement médiatique, dans un réseau d'associations d'idées qui active l'imaginaire collectif. C'est un titre ludique, c'est un titre bref, suggestif. Ludique, bref, suggestif, le titre incitatif constitue en soi un facteur de valorisation de l'événement, selon les mots de Ringo. Les écarts à la norme, pour ce qui concerne les titres, révèlent deux cas de figure. Pour les journaux qui pratiquent habituellement le style incitatif, on peut noter un renforcement de cette posture. Pour les journaux qui pratiquent le style informatif, on peut noter une dérogation ponctuelle avec l'utilisation du titre plus suggestif. Donc, ce titre incitatif, privilégiant la métaphore et le jeu de mots, le titre incitatif a la capacité d'insérer l'événement à couvrir, le sujet à traiter, l'événement donc médiatique, dans un réseau d'associations d'idées qui activent l'imaginaire collectif. Ce titre incitatif, ludique, bref, suggestif, constitue en soi un facteur de valorisation de l'événement. Donc, ce titre incitatif constitue en soi, c'est un facteur de valorisation de l'événement à couvrir, de l'événement médiatique. Donc, ce titre incitatif, comme on voit ici, selon l'analyse de Roselyne Ringo, ce titre peut avoir un impact significatif sur les lecteurs. C'est un titre accroche. Ces titres incitatifs accrochent. On l'appelle, parfois on l'appelle des accroches, parce que ces titres sont conçus pour susciter toujours l'intérêt du public lecteur et l'encourager à lire l'article. Et l'encourager à lire l'article. Titre incitatif, exemple, publié dans Libération. Style titre incitatif. L'océan brûle, littéralement ou presque. C'est le commencement de ce texte journalistique. L'océan brûle, littéralement ou presque. Depuis plusieurs semaines, une canicule marine inouïe frappe l'Atlantique Nord, du sud de l'Islande jusqu'en Afrique, au large de l'Irlande et de l'Écosse. Elle est catégorisée au-delà de l'extrême, soit 5 sur une échelle de 5, par l'administration océanographique américaine, NOAA. Les cartes mondiales affichent aussi une effrayante couleur rouge sang
tendant vers le noir dans le Pacifique le long de l'Amérique centrale et autour du Japon. Et les courbes s'affolent, atteignant de nouveaux sommets jour après jour et faisant craindre des ravages dus à des tempêtes tropicales précoces, telles Bray, qui a frôlé la Martinique vendredi. Mercredi, la température des millions de kilomètres carrés de l'océan Atlantique Nord s'est envolée à 23,3 degrés Celsius, soit plus 1,32 degrés Celsius d'anomalie. Du jamais vu pour un mois de juin de très loin. L'ensemble de l'océan mondial, lui, a également enregistré un nouveau record ce jour-là avec 20,9 degrés Celsius de moyenne. Les données de ce début d'année défient l'entendement. Entre mars et mai, la température à la surface de l'océan a atteint un record absolu en 174 ans de mesure, dépassant de 0,83 degrés Celsius la moyenne du XXe siècle, d'après la NOAA ou l'administration océanographique américaine. De quoi donner le tournis aux scientifiques. Cette surchauffe générale, émaillée de canicules localisées, là où la température de surface est plus élevée que 90% du temps pendant plus de 5 jours, arrive très tôt dans l'année, est très rapide et de très grande ampleur. Ce qui est surprenant, même si nous savons que la tendance est à la hausse de la température de l'océan, pointe Jean-Pierre Gattuso, chercheur du CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, Alpes-Maritimes. Donc, ici, une citation de Jean-Pierre Gattuso, chercheur du CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Comme on voit ici, c'est le début de ce texte scientifique, journalistique, concernant concernant ce que un phénomène, l'océan brûle. C'est ici le journaliste et rédacteur veut attirer et capter l'attention du lecteur depuis plusieurs semaines. Donc, c'est l'information centrale. Cette information centrale, une canicule marine inouïe frappe l'Atlantique Nord. Donc, dès le début, les lecteurs comprennent, les lecteurs ici, comme lecteur, on a compris que l'océan brûle. Pourquoi? Littéralement, ou presque. Depuis plusieurs semaines, une canicule marine inouïe frappe l'Atlantique Nord. Donc, ce lecteur comprend, le lecteur comprend très bien le sujet du texte journalistique. J'aimerais ici mentionner les différents détails de ce texte journalistique pour comprendre comment on rédige finalement le titre incitatif. Suite de l'article. Selon le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur les océans et la cryosphère paru en 2019,
l'océan a observé plus de 90 de la chaleur excédentaire émise par l'humanité depuis qu'elle embrasse l'atmosphère en y envoyant des gaz à effet de serre, essentiellement à cause de la combustion d'énergie fossile, car la capacité de l'eau à capter la chaleur est beaucoup plus forte que celle des continents. Et les climatologues estiment que d'ici à 2100, l'océan absorbera 2 à 4 fois plus de chaleur que pendant la période allant de 1970 à l'heure actuelle si le réchauffement planétaire est limité à 2 degrés Celsius, soit l'objectif affiché par l'accord de Paris de 2015, et jusqu'à 5 à 7 fois plus si les émissions sont plus élevées. Résultat de cette surchauffe, la fréquence des vagues de chaleur marine a doublé depuis 1982 et leur intensité augmente. Dans le futur, prévient le GIEC, donc elles seront 20 fois plus fréquentes avec un réchauffement de 2 degrés Celsius et 50 fois plus fréquentes si les émissions continuent d'augmenter fortement. Glaçons, l'océan encaisse et forcément les canicules marines s'intensifient, soupire Catherine Giondel, et donc contempler verbe soupir ici, Catherine Giondel, c'est une autre citation. C'est qui Catherine Giondel, source de journaliste rédacteur, océanographe au CNRS donc. Ce qui est déprimant pour un chercheur, c'est de constater que tout ce qui est prévu dans les modèles climatiques depuis 30 ou 40 ans se réalise. Donc, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a bien, comme on a déjà vu ici, comme résultat de cette surchauffe, la fréquence des vagues de chaleur marine a doublé depuis 1982 et leur intensité augmente. Et dans le futur, prévient donc ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, elles seront 20 fois plus 20 fois plus fréquentes avec un réchauffement de 2 degrés Celsius et 50 fois plus fréquentes si les émissions continuent d'augmenter fortement. Si les causes précises de la canicule marine inédite qui frappe l'Atlantique Nord sont difficiles à établir, la raison de fond réside dans l'aggravation du réchauffement climatique dû aux activités humaines. Par ailleurs, certaines conditions favorisent le développement de vagues de chaleur marine, une température de l'air élevée et l'absence de vent et de houle, qui empêchent les eaux de surface de se mélanger avec les eaux profondes plus froides, indique Jean-Pierre Gattuso. Donc, autre citation pour expliquer le sujet principal de l'article scientifique ici, la canicule marine, ce phénomène donc, la canicule marine inédite qui frappe l'Atlantique Nord. Le phénomène naturel El Niño, lui qui se produit en moyenne tous les 2 à 7 ans pendant 9 à 12 mois et fait son retour dans le Pacifique depuis ce printemps, ne peut pas avoir de lien direct avec ce qui se passe dans l'Atlantique Nord, mais on a sans doute avec ce qui se passe dans le Pacifique équatorial, estime l'océanographe et climatologue au CNRS Jean-Baptiste Salé. Autre source donc, avec
Jean-Pierre Gattuso. Donc, il y a des citations ici pour expliquer ce phénomène, la canicule marine inédite qui frappe l'Atlantique. Et ici, on voit l'article publié aux Libérations, rubrique événements, donc événements scientifiques, canicule marine, les océans en nage, comme on voit ici le titre incitatif. Canicule marine, les océans en nage, pour attirer l'attention des lecteurs. Encore une fois, le titre est l'un des éléments les plus importants de l'écriture journalistique, notamment ici le titre incitatif, style Libération. Pourquoi? Parce que normalement, il a un impact significatif sur la décision du lecteur, lire ou non l'article. Lire ou non l'article et le texte journalistique ici, c'est très important comme événement à couvrir. Il y a des canicules marines qui frappent l'Atlantique Nord et donc ici, on voit le journaliste rédacteur, comment il a rédigé de ce titre incitatif pour capter l'attention des lecteurs et pour le motiver à lire ce texte journalistique très important. Donc, un bon titre, comme on voit, un bon titre incitatif doit être clair, doit être accrocheur. Les océans en nage, canicule marine, les océans en nage. Donc, il doit donner au lecteur une idée de ce à quoi s'attendre de l'article. Mais il faut faire attention, sans révéler les détails importants. Oui, il peut inclure des éléments tels ici quand il écrit les océans en nage, mais sans révéler les détails importants pour motiver le lecteur à lire l'article ou le texte journalistique. Donc. Mais comme condition, le titre doit toujours, un titre incitatif doit rester fidèle au texte journalistique et ne trompe pas le lecteur. Comme on voit avec les citations des spécialistes, des experts, oui, il y a une canicule, hein, canicule marine et il y a ce réchauffement climatique. Donc, avec ce titre, canicule marine, les océans en nage, le titre incitatif reste fidèle à l'article même, au sujet à traiter, le sujet à traiter ou l'événement médiatique donc. Et il ne trompe pas le lecteur. Donc, ce titre accrocheur correspond très bien au contenu du texte journalistique, rubrique événements scientifiques donc, et peut bien sûr entraîner la confiance du lecteur. Il y a ici une crédibilité du rédacteur journaliste. Donc, comme on voit ici, ce titre incitatif, style Libération, est un outil puissant, très important, pour attirer l'attention des lecteurs à lire un sujet compliqué, ce sujet scientifique, canicule marine qui frappe l'océan. Donc, ici, les océans en nage, comme on voit, c'est une vulgarisation scientifique. Le titre incitatif joue ce rôle donc comme un outil puissant
pour attirer l'attention des lecteurs et les inciter à lire un article compliqué comme ce texte, donc, concernant les canicules marines qui frappent les océans. Et on voit ici titre incitatif à la une de Libération, donc le même numéro, le même sujet. L'océan brûle et nous regardons ailleurs. Donc ici, le rédacteur journaliste utilise un titre incitatif, puissant, qui peut bien sûr et aisément attirer l'attention des lecteurs, non seulement attirer l'attention des lecteurs, mais les motiver, les inciter à lire les textes qui traitent ce sujet. Pourquoi? Tout simplement, il dit dans ce titre, l'océan brûle. C'est très fort comme métaphore, comme image. L'océan brûle. Il les brûle et nous regardons ailleurs. Donc, c'est un titre incitatif puissant qui attire bien sûr l'attention des lecteurs et les motiver à lire l'article. On passe maintenant à un autre élément en rédaction journalistique, toujours premier niveau de lecture, la titraille, surtitre. Maintenant, on passe au surtitre selon Raymond Essonneau. Le surtitre est toujours au-dessus du titre, la place du surtitre est au-dessus du titre. Il est en caractère plus petit. La fonction du surtitre est de situer l'action. Le surtitre précise le moment et les lieux de l'événement ou en donnant le domaine de l'information ou en rappelant l'actualité qui est le cadre de l'article, donc en rappelant le contexte. Et le sous-titre peut jouer aussi le rôle de rubricage. Il est parfois réduit à un seul mot repère. Donc, le sous-titre, comme on voit ici, est un élément typographique utilisé dans la presse écrite, la presse en ligne aussi. Pour introduire un article, un texte journalistique. Donc, il est placé généralement au-dessus du titre principal et souvent, il est souvent plus petit et plus léger que ce titre principal. Le rôle du sous-titre, tout simplement, fournir une information supplémentaire sur le contenu du texte journalistique, selon les différents genres journalistiques, et aussi de susciter l'intérêt du lecteur et le motiver à lire la suite de cet article, de ce texte journalistique. Il peut aussi être utilisé pour préciser le contexte, pour préciser l'angle de texte journalistique de l'article journalistique. Il précise l'angle de l'article. La fonction de ce titre est de situer l'action. Il précise le moment. Il précise le lieu de l'événement, ou en donnant le domaine de l'information, ou en rappelant l'actualité qui est le cadre de l'article. Et parfois aussi, le surtitre
réduit, il est réduit à un seul mot repère. Il joue le rôle, un rôle dans le rubricage. Donc, le surtitre aussi, le surtitre joue un rôle très important aussi dans la mise en page et la présentation des textes journalistiques en ce qui concerne les différents genres donc journalistiques. Toujours en fournissant une information supplémentaire, complémentaire et aussi en attirant l'attention du lecteur. Je montre ici deux exemples de surtitres publiés dans la presse. Un dans Le Figaro. Ce texte avec un titre informatif, la Sécu italienne propose le recours au chômage partiel en cas de canicule. La Sécu italienne propose le recours au chômage partiel en cas de canicule. Donc, c'est un titre informatif. Et ici, on voit l'histoire. L'histoire, c'est le surtitre pour capter l'attention et inciter. Il y a cette histoire. Qu'est-ce qu'on va lire dans ce texte? Puis, il y a aussi Mon quotidien avec ce titre Le mondial féminin de foot commence. Avec ici, c'est le titre. Surtitre, le mondial féminin de foot commence. Il situe l'action. Pauline et Nina, 12 ans, jouent au foot. Elles racontent. Donc, c'est ici le titre ici, c'est le titre principal et le surtitre, le mondial féminin de foot commence. Il situe l'action. Mais le surtitre, un mot repère, ici, type mot repère, dans le texte de Figaro, mais le type ici, le surtitre situe l'action, le mondial féminin de foot commence et incite aussi le lecteur à lire ce texte donc lié à ce surtitre, le mondial féminin de foot commence, et le titre principal, Pauline et Nina, 12 ans, jouent au foot, elle raconte. Comme on voit, c'est un titre incitatif parce que ici, seulement il montre, il ne nous montre pas les détails, mais il nous incite à lire l'article. Donc, Pauline et Nina, 12 ans, jouent au foot. Elle raconte avec un surtitre Le mondial féminin de foot commence. Déjà, euh, euh, les lecteurs avec ce surtitre savent que le mondial féminin de foot commence. On passe maintenant à un autre élément du tétrail, de la tétrail, sous-titre, le sous-titre donc, toujours au premier niveau de lecture en rédaction journalistique. Selon Raymond Young et Sono, le sous-titre est un complément au titre et peut donner des réponses à quelques questions de référence. Comme son nom l'indique, le sous-titre se situe sous l'élément du tétrail essentiel. Le sous-titre a principalement pour rôle de compléter l'information du titre essentiel. Sa formule la plus classique consiste en une ou deux lignes. Donc, selon Essonneau, le sous-titre est un complément au titre et peut donner des réponses à quelques questions de référence. Comme son nom l'indique, le sous-titre se situe sous l'élément du tétrail essentiel. Le sous-titre a principalement pour rôle de compléter l'information du titre. La formule de sous-titre donc, la plus classique, consiste en
une ou deux lignes. Je vous montre ici un exemple de sous-titre publié au Figaro. Le titre principal, en Europe, l'heure de restrictions budgétaires a sonné. En Europe, l'heure des restrictions budgétaires a sonné. Et puis, il y a le sous-titre, les 20 pays de la zone euro s'engagent à redresser leurs finances publiques à partir de 2024. C'est ici le sous-titre, comme on voit ensemble. Aussi, le sous-titre est un élément typographique qui vient immédiatement après le titre principal du texte journalistique. C'est quoi son rôle? Son rôle est, comme on voit ici, est de fournir des informations supplémentaires sur le contenu du texte journalistique en précisant l'angle ou le contexte ou les points clés traités dans ce texte. Donc, le rôle ici, c'est de donner au lecteur une idée plus précise de ce qu'il peut attendre de la lecture du texte journalistique. En d'autres termes, ici, les 20 pays de la zone euro s'engagent à redresser leurs finances publiques à partir de 2024. Avec ce sous-titre, le journaliste rédacteur il a utilisé ce type de titrail pour aider son lecteur à comprendre le texte en lui donnant des éléments de contexte ou en précisant le sujet traité. Donc, on passe maintenant à l'intertitre. Toujours selon Raymond Young Essonno, l'intertitre propose au lecteur une respiration, une relance d'intérêt au cours de la lecture de l'article. L'intertitre propose au lecteur une respiration, une relance d'intérêt au cours de la lecture de l'article. L'intertitre constitué d'un mot ou à peine plus d'un mot, il n'excède normalement pas une ligne. L'intertitre est présenté en un corps de caractères plus gras que le texte journalistique. Essentiel. Alice Krieg-Planck explique aussi les fonctions et la technique de rédaction de l'intertitre en se basant sur les différents guides de rédaction journalistique. L'intertitre est un énoncé détaché. Il existe une relation entre un texte source où l'énoncé est prélevé et sa résultante, ça veut dire l'intertitre. Selon Yves Agnès, la technique de rédaction de l'intertitre est simple. On cherche dans le paragraphe ou les deux paragraphes suivants des mots repères chargés d'informations au pouvoir évocateur et capable de relancer l'intérêt. Ce peut être des propos cités, une formule frappante, une image, un membre de phrase qui résume l'esprit de cette partie de l'article. On reprend ces mots évocateurs, on condense au maximum, sans faire de phrase. Les mots de l'intertitre, donc, doivent se retrouver dans le texte. Selon le style de Monde, Le Monde, comme guide de rédaction du journal Le Monde, un intertitre est composé d'un ou de plusieurs mots tirés de l'article dans lequel il s'insère. Il peut s'agir d'une expression prélevée dans l'article, d'une courte citation entre guillemets, ou encore de quelques mots particulièrement significatifs du texte. Il ne doit pas répéter le titre donc.
Encore une fois, un intertitre est composé d'un ou de plusieurs mots tirés de l'article dans lequel il s'insère. Il peut s'agir d'une expression prélevée dans l'article. Il peut s'agir d'une expression prélevée dans l'article, d'une courte citation entre guillemets, ou encore de quelques mots particulièrement significatifs du texte. Et l'intertitre ne doit pas répéter le titre. L'intertitre ne doit pas répéter le titre. Et selon Jean-Luc Martin Lagardette, dans son guide de l'écriture journalistique, à la différence du titre, l'intertitre n'a pas pour objet de résumer l'information qui suit, mais simplement d'en donner un échantillon qui stimule l'attention, capter l'attention des lecteurs, incite les lecteurs à lire le texte journalistique. Formé d'une ligne, deux lignes, il est composé de mots obligatoirement extraits de l'article. Ces mots seront choisis pour leur force, ces mots seront choisis pour leur impact sur l'imagination. Ils seront donc concrets, ils seront donc imagés et ils seront donc frappants. Donc, à la différence du titre, l'intertitre n'a pas pour objet de résumer l'information qui suit, mais simplement d'en donner un échantillon qui stimule l'attention des lecteurs. Et selon Michel Voirol, dans son guide de la rédaction, il s'agit ici, en ce qui concerne l'intertitre, de quelques mots extraits de l'article et mis en évidence typographiquement. L'intertitre, formule courte de 5-6 mots, prélevée dans le texte et mise en évidence typographiquement avant le passage où elle figure. L'intertitre a pour but d'attirer l'attention du lecteur et d'éveiller sa curiosité. Les fonctions des intertitres selon Jacques Moricon. Les intertitres doivent être nettement distingués des têtes de paragraphes. Les premiers ont vocation à surprendre, à créer un effet d'intrigue. L'intertitre sera lu aussi bien au moment du survol rapide et distrait du journal qu'à sa place logique en cours de lecture. La tête de paragraphe ne peut se comprendre qu'en fonction du développement logique qui précède, par opposition à tous les autres niveaux de lecture comme titre et chapeau. L'intertitre est le seul dont l'auteur doit soigner le mystère et le suspense. Les intertitres, les types donc des intertitres selon Jacques Moricon toujours. Moricon explique que les intertitres ont beaucoup changé de forme et sont l'objet de modes nombreuses. Dans sa formule en kiosque en 2010, le monde cumulait des types nombreux, mais l'apparente diversité n'était pas due au désordre, mais au genre de l'article. Dans les textes informatifs courants, les intertitres étaient des courtes formules nerveuses, un peu mystérieuses, reprises d'un développement ultérieur. Exemple, intertitre publié au Figaro, rubrique science, cartographier l'ensemble des cellules du corps humain, le titre principal, essentiel, et puis il y a deux intertitres. Intertitre 1, une organisation cohérente. Intertitre 2, une contribution exceptionnelle. Donc ici, on voit l'intertitre 1, une organisation cohérente. L'intertitre 2, une contribution exceptionnelle. Autre exemple d'intertitre publié dans le site France 24. Ici, le titre principal, en Grèce, des centaines de pompiers engagés dans une lutte homérique contre les incendies. Et ici, le titre, l'intertitre des maximales de 44 degrés Celsius attendus. Donc, c'est ici l'intertitre.
Je vous montre ici un exemple de ce texte déjà évoqué, texte journalistique. Titre: En Europe, l'heure de restrictions budgétaires a sonné. Sous-titre ici: Les 20 pays de la zone euro s'engagent à redresser leurs finances publiques à partir de 2024. Et puis, il y a ici l'intertitre: Plusieurs pays en excédent. Donc, titre, sous-titre, et puis l'intertitre. Il y a aussi la photo et la légende comme élément du trail et le premier niveau de lecture. Jacques Moricon explique deux autres éléments appartenant au premier niveau de lecture, donc en texte journalistique. La photo, au premier stade de la lecture, c'est simultanément du titre à la photo que va l'œil. Il est certain que des photos floues ou dépourvues de toute signification hors de la lecture de la légende décourageront la lecture de l'article correspondant. Et puis la légende, si le pouvoir attractif de la photo est bon, comme nous dit Jacques Moricon, si le pouvoir attractif de la photo est bon, le regard logiquement va se porter sur la légende, d'où la nécessité de la charger le plus possible en informations attirantes qui inciteront à se porter sur l'article lui-même. Moricon mentionne que les trop célèbres légendes comme une vue partielle de l'assistance où le public était venu nombreux écouter Monsieur X ou Y ou Y, une vue partielle de l'assistance où le public était venu nombreux écouter Monsieur Y, ne sont plus acceptables. Quelques journaux s'en tiennent strictement à la précision de ce que représente la photo, le nom des personnes qui s'y trouvent, par exemple. Moricon note aussi que beaucoup de journaux divisent la légende en deux. Une partie est une référence au cliché, l'autre au contenu de l'article. Il ajoute toute une partie de la presse est constituée quasi exclusivement de légendes, ainsi de la presse spécialisée dans le jardinage, l'aménagement de la maison, le bricolage ou les produits cosmétiques. Tout l'art est alors de réussir une déclinaison entre une illustration soigneusement choisie et les légendes le plus souvent habilement incrustées dans la photo ou le dessin. Ainsi, Géo a fait des légendes de ces innombrables photos une manière de progresser dans la compréhension du sujet. Le lecteur a, d'une certaine manière, selon les mots de Jacques Moricon, le choix entre lire le texte de l'article ou passer de double page photo en double page photo, se contentant à chaque fois de légendes détaillées. On passe maintenant au deuxième niveau, deuxième temps de la lecture. Selon Jacques Moricon, le deuxième temps de la lecture, qui dure à peine plus longtemps que le premier, consiste à grappiller quelques éléments pour vérifier si l'intérêt suscité par le titre, la photo, la légende est mérité. Le lecteur veut en savoir davantage, mais il n'est pas encore captif. D'où d'abord l'importance du chapeau. Ces dernières années, les graphistes ont imposé une évolution par suppression du sous-titre et substitution d'un texte légèrement plus long que celui-ci l'accroche. Dans ces choix, tout est affaire de longueur. Feu le sous-titre, feu le sous-titre ne dépassait jamais une phrase. L'accroche peut en compter deux, voire trois courtes. Elle sera présentée sous toute la longueur du titre. Le chapeau classique est le plus souvent en caractère gras sur la colonne du début du texte. Il est le plus long de tous ces modules, pouvant aller jusqu'à quatre courtes phrases. Donc, ça dépend selon les journalistes, donc les guides de rédaction. Parfois, ici, le chapeau joue le rôle de l'accroche joue le rôle de chapeau. Et donc, selon Jacques Moricon, ce deuxième temps de la lecture dure à peine plus longtemps que le premier est toujours très important parce que il y a ici des éléments qui jouent des autres rôles dans la compréhension du texte journalistique. Donc, Moricon note
que quelle que soit la formule retenue, chapeau ou accroche, les principes de rédaction sont les mêmes concernant les chapeaux et les accroches. Le chapeau est à la fois un résumé de l'article et une incitation à la lecture. Le chapeau donne l'information de façon sèche. Le chapeau comporte quelques formules qui suggèrent tout l'intérêt de l'article qui s'annonce et l'écriture chapeau doit être dynamique, les mots forts, vivants et concrets. Le chapeau, selon Raymond Young et Sono, est surligné par un corps de caractères plus important que celui du texte. Le chapeau constitue une sorte de premier paragraphe. Le chapeau ne fait pas partie de ce texte la plupart du temps. Et selon Labordimilla, Isabelle Labordimilla, donc, le chapeau a les caractéristiques d'une unité compositionnelle péritextuelle pourvu de normes visuelles et rédactionnelles ainsi que de fonctions qui le distinguent de son environnement immédiat. La définition courante est la suivante. Donc, la définition courante de chapeau, court texte rédactionnel coiffant ou précédant le corps d'un article et le résumant. Le chapeau est composé dans un caractère et sur une justification différente de ceux de l'article. Isabelle Labordimilla ajoute le chapeau fait partie des appels, à la fois visuels et rédactionnels, avec les titres et intertitres, censés s'adapter au mode de lecture non linéaire propre à la presse. Il contribue ainsi à l'habillage de l'article, c'est-à-dire à sa valorisation visuelle. Son rôle le distingue donc du sous-titre comme nous montre, comme Isabelle Labordimilla souligne, celui-ci plus bref qu'un chapeau, adoptant en général une justification centrée, moins large que l'article, complète le titre en traitant des circonstances non évoquées par celui-ci ou en lui ajoutant un niveau de spécification. L'accroche, selon Alice Krieg-Planck, l'accroche est définie à travers l'opération de prélèvement dont elle est la résultante. La différence principale étant que l'énoncé détaché est alors une phrase au sens intuitif du terme et non plus des mots. Ivanès, dans son manuel du journalisme, nous montre comment se rédige une accroche. Comment se rédige une accroche donc, encore plus simplement que l'intertitre. On repère dans l'article une phrase significative, évocatrice, une formule choc et on la reproduit éventuellement en la légion. Mieux encore et plus attractif, on reprend une citation ou une partie de citation qui a les mêmes caractéristiques. Selon le site du Monde, du journal Le Monde, ici l'accroche fonction, fonction de l'accroche, l'accroche a pour vocation de mettre en exergue les phrases les plus fortes ou significatives d'un article. Elle doit retenir l'œil du lecteur, puis son attention pour l'inviter à lire le texte dans son intégralité. Elle gagne toute sa légitimité lorsqu'elle apporte un éclairage que le titre n'a pas révélé. L'accroche structure, selon Michel Voirol, dans son guide de la rédaction, l'accroche est parfois une phrase complète du papier ou une citation mise en évidence, encadrée par exemple dans le corps du texte ou en tête d'une page de tourne. Les accroches apparaissent ainsi comme des fragments détachés d'une unité textuelle avec laquelle pourtant elle continue d'entretenir une relation nécessaire. Donc, les accroches apparaissent ainsi comme des fragments détachés d'une unité textuelle avec laquelle pourtant elle continue d'entretenir une relation nécessaire. Caractéristique de l'accroche, selon Christine Mazui, l'accroche dans le jargon journalistique consiste à capter l'attention du lecteur zappant au hasard des pages et des articles de son journal. L'accroche peut trouver à se concrétiser en un ensemble divers de techniques. La première d'entre elles que cite
Hervouet, dans son guide de l'écriture journalistique, consiste cependant en ceci: donner à voir, c'est l'attaque photographique, cinématographique ou descriptive. Donc, c'est l'attaque photographique, cinématographique ou descriptive. Mazui a évoqué un exemple, un article publié dans Le Monde sur la condition de la femme à Bali, commence par dépayser le lecteur. Bali, île éblouissante, camailleux vert des rizières étagées, flaques luisantes où se reflètent les palmiers et les frangipaniers, camailleux blancs des villages assoupis dans un soleil qui réchauffe les cases enfermées dans un mur de terre ocre. Dans cet espace clos vit la famille balinaise et dès leur plus jeune âge, et on va lire la suite. Le lecteur va donc lire la suite de l'article. Donc, c'est juste le commencement. Donc, Mazui explique, dépayser le lecteur, l'inviter à plonger par la vue, mais également par chacun des 4 autres sens, dans la part du réel sur laquelle on cherche à l'informer. Telle est également l'une des fonctions essentielles de la description insérée dans l'article de presse. Je vous montre ici un exemple de ce niveau, de ce deuxième temps de la lecture, comme on voit ici, canicule marine en Méditerranée, 20 000 feux sous la mer, et puis chapeau, publié toujours ici, cet article, ce texte journalistique publié aux Libérations. Une intense vague de chaleur sévit dans le bassin ouest, où les températures dépassent les moyennes de saison. Au large de Marseille, les conséquences sur la biodiversité marine sont déjà visibles. Autre exemple publié dans le Figaro, rubrique science, cartographier l'ensemble des cellules du corps humain, titre principal, puis chapeau dans la revue Nature, des chercheurs dévoilent l'architecture de l'intestin, du rein et du placenta à des niveaux de précision inégalés. Donc, c'est le chapeau. Et ici, la bibliographie, donc les références académiques qu'on a déjà utilisées dans ce cours. Et donc, on s'arrête ici. Merci et à la prochaine.